Depuis 3 jours, des informations font état de l'arrestation de plusieurs hauts gradés de l'armée soupçonnés d'implication dans un projet visant à déstabiliser les institutions dans un contexte marqué par une recrudescence des tentatives de déstabilisation. Maladie bien connue en Afrique et présente tout au long de l'année, le paludisme enregistre actuellement une recrudescence marquée avec un nombre de cas largement supérieur à la normale, une situation aux causes multiples et aux répercussions significatives. L'Afrobasket masculin s'apprête à ouvrir ses portes ce mardi 12 août, attirant toutes les attentions. Pour cette 31e édition, l'enjeu est de taille à déterminer qui détrônera la Tunisie, championne à titre. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. Depuis 3 jours, il y aurait des arrestations de hauts gradés de l'armée liées à une tentative de déstabilisation des institutions. Le nombre fait état d'au moins une vingtaine de militaires soupçonnés dans ce projet de déstabilisation. Sans communiqué officiel, cette situation intervient dans un contexte de recrudescence des tentatives de déstabilisation. Djeneba Samaki. Depuis la nuit de samedi à dimanche, des informations relatives à une présumée tentative de coup d'État et l'arrestation d'officiers militaires enflamment les réseaux sociaux et font sujet de débats publics. Mais jusque-là, aucun communiqué officiel des autorités ne confirme ou dément ces informations. Pour un rappel, depuis l'installation de la transition en 2020, ce phénomène de tentative de déstabilisation des institutions est récurrent. Après le renversement du régime du feu président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, une transition politique a été instaurée avec un gouvernement civil-militaire dirigé par un président de transition Bandao et un premier ministre civil Mokhtar Wane, censé mener le pays vers des élections. Cependant, cette transition a été de courte durée car elle a été renversée le 24 mai 2021. Les présidents et les premiers ministres de transition sont arrêtés pour avoir violé la charte de la transition. Le colonel Assimi Goïta prend alors la tête de l'État en tant que président de la transition. Alors que la première transition était en cours, 6 personnalités dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé et Youssouf Ali Bathily Dirazbach ont été poursuivis pour tentative de complot. Si les premiers étaient hors du pays, les seconds et ses 4 co-accusés ont été écroués avant d'être relâchés quelques mois après. Après le second coup d'État, l'ancien secrétaire général de la présidence sous Bandao, le Dr Khalidou Doumbia, ainsi que l'ancien directeur de la sécurité d'État, le colonel Kassoum Goïta, avec 4 autres personnes, ont été mis aux arrêts pour tentative de coup d'État. Depuis mai 2021 jusqu'à ce jour, ils sont toujours tous en détention sans une date fixe pour leur jugement. La récente tentative de déstabilisation qui aurait survenu à la fin de la semaine dernière semblerait impliquer plus de 20 officiers, dont 2 généraux, qui auraient tous été arrêtés. Bien qu'aucun communiqué officiel n'ait encore été publié, la population est à la fois inquiète et lassée, chacun se demandant jusqu'où ira cette crise. L'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès, ainsi que les jugements et transcriptions y afférents figurent parmi les principaux documents d'état civil. Ils jalonnent les grandes étapes de la vie d'une personne, de la naissance au décès, en passant par l'union matrimoniale. Chaque 10 août, l'Afrique leur consacre une journée spéciale. Au Mali, toutefois, l'obtention de ces documents demeure un défi dans certaines localités. Moussa Traoré et Fatmata Wassiou se sont penchés sur la question. La célébration de la journée africaine de l'état civil intervient dans un contexte où de nombreux citoyens rencontrent des difficultés pour avoir accès aux pièces d'état civil. Chaque mois, des dizaines, parfois des centaines de personnes se présentent dans les mairies et centres d'état civil à la recherche d'un acte d'état civil. Des documents qui constituent la preuve légale de l'existence d'une personne, condition indispensable pour être reconnue par l'administration. Il est très difficile d'estimer le nombre de documents d'état civil qui peut recevoir une mairie. Mais chez nous, par exemple, en commune 6, nous pouvons aller à des milliers d'actes d'état civil. Précisément, les actes de naissance, les déclarations d'actes de naissance, les déclarations d'actes de mariage et des actes de décès. Il y a eu tellement de sensibilisation par rapport à l'établissement de ces documents-là et par rapport à leur importance et tout ce qui s'ensuit,
Mais jusqu'à présent, il y a des citoyens en réalité qui ne comprennent pas l'importance de l'établissement de ces documents. En principe, le processus semble facile. Assembler les pièces justificatives, remplir un formulaire, payer les frais et attendre la délivrance du document. Cependant, sur le plan pratique, la réalité est souvent très différente. Une fois sur place, ils se heurtent à de longues files d'attente. Pour obtenir un acte de naissance pour un enfant, donc après la naissance et après le baptême, les parents de l'enfant doivent se rendre directement au centre de santé pour faire la déclaration d'acte de naissance de l'enfant. Parce que là, cette naissance est établie en 3 volets. Il y a le volet 1 qui reste au niveau des archives de la mairie. Il y a le volet 2 qui est envoyé au ministère de l'administration territoriale. Et le volet 3 est remis aux parents de l'enfant. Les conséquences sont lourdes. Avec l'absence de documents d'État, impossible d'inscrire un enfant à l'école. De se présenter à un examen empêche également l'ouverture d'un compte bancaire, l'obtention d'un passeport ou la participation aux élections. Un blocage qui prive des milliers de personnes de leurs droits et qui soulève une question centrale. Quelle solution mettre en œuvre pour garantir à tous un accès simple et rapide à l'état civil? Un mot de santé à présent. Le paludisme, maladie bien connue en Afrique et présente en toute saison, connaît actuellement une hausse importante du nombre de cas, largement supérieure à la normale. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs et entraîne des conséquences notables. Aminata Keita et Assitou Bouari. Au Mali, chaque famille, chaque village, chaque quartier vit sous l'ombre pesante du paludisme. Selon l'OMS, l'Afrique représente environ 94% des cas de paludisme et 95% des décès liés à la maladie. Actuellement, une recrudescence des cas de la maladie se fait sentir dans le pays. Ce constat est le résultat du mauvais comportement des citoyens en raison de la saleté, mais aussi et surtout à cause de la saison pluvieuse. C'est normal, c'est la saison de l'hivernage qui est là. Donc, vous voyez naturellement, chez nous, les canaux sont en général ouverts et pratiquement l'eau de ruissellement ne coule pas. Pendant l'hivernage, vous allez voir dans les carrés, il y a beaucoup d'herbes qui sont là et pendant l'été qui n'existent pas. Donc tout ça là, c'est un coin qui permet aux moustiques de se casser facilement, alors que les moustiques aiment naturellement l'obscurité, donc ils vont se casser dans ces endroits, donc et commencer à faire la reproduction en abondance. Malgré la distribution massive de moustiquaires imprégnés, les campagnes de sensibilisation et les traitements préventifs destinés aux femmes enceintes, le paludisme demeure une maladie qui fait des victimes chaque année. Les couches les plus vulnérables sont les personnes âgées, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le paludisme est la première cause de consultation, d'hospitalisation et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Alors, le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement graves en raison de leur système immunitaire qui reste immature et leur incapacité également à réguler les complications du paludisme. Alors, les formes graves chez les enfants de moins de 5 ans peuvent entraîner des conséquences qui sont potentiellement mortelles. Et parmi ces conséquences, on peut citer l'anémie sévère, l'hypoglycémie, des troubles neurologiques, c'est-à-dire les convulsions qui peuvent évoluer vers le coma. Et le coma peut malheureusement évoluer vers un décès de l'enfant. Le Mali figure parmi les 11 pays les plus touchés au monde par le paludisme. Selon l'OMS, en 2024, le Mali représentait 3,1%, soit 8,15 millions des cas mondiaux de paludisme et 2,4% des décès dus au paludisme en 2023. Donc le Mali se promène jusqu'à 50 fois sans même sentir qu'il est malade. Voilà, parce qu'il est habitué aux microbes de palu. Donc il se promène sans faire les signes. Maintenant, peut-être à 100 fois, voire plus, à 75 ou 100, voire 200, c'est en ce moment qu'il va sentir les symptômes du palu. En avril 2025, le Mali avait annoncé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme l'introduction du R21 Matrix M, le tout premier vaccin antipaludique déployé dans 19 districts sanitaires de Kay, Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso pour les enfants de 5 à 36 mois avec un schéma vaccinal à 5 doses. Malgré tous ces efforts, le paludisme demeure un problème de santé publique. Direction la Côte d'Ivoire. Depuis vendredi, l'ancien ministre de la Défense, Moïse Lida Kouassi, et le premier vice-président et l'ex-ambassadeur Boubacar Koné, membre du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été arrêtés, accusés d'être les instigateurs des événements survenus le 1er août à Yopougon. Ce dimanche, face à la presse, leur formation politique a dénoncé une intensification du harcèlement judiciaire et politique visant ses militants.
Le récit avec Balkissa Traoré. En Côte d'Ivoire, 2 cadres de PPACI de Laurent Gbagbo sont en garde à vue depuis vendredi. Il s'agit de l'ancien ministre de la Défense Moïse Lida Kwasi et l'ex-ambassadeur Boubacar Koné. Selon leur avocat, dit le parti, on leur reproche d'être les instigateurs des événements qui ont eu lieu le 1er octobre à Yopougon et qu'ils auraient été cités par les premières personnes arrêtées. Face à la presse dimanche, Sébastien Dano Djedje, président exécutif du parti, dénonce une opération d'intimidation et de répression et un harcèlement judiciaire et politique visant ses membres. Le parti exige la libération immédiate de ses cadres. De son côté, Brahman Oumar Koné, le procureur de la République, invité dimanche 10 octobre dans la soirée d'un débat télévisé, affirme que les poursuites ne sont pas faites en fonction des partis politiques. Il dit qu'il n'y a jamais eu d'enlèvement et toutes les personnes interpellées sont dans des procédures juridiques ouvertes au tribunal et se trouvent dans des lieux de détention en bonne santé et due forme. Les deux partis, le PPACI et le PDCI, se sont réunis le 9 octobre pour la libération immédiate de ses membres, la réintégration des leaders politiques de l'opposition radiés sur la liste électorale et protestent un 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir depuis 2011. Sport et en bref, ce lundi 11 août, la Guinée affrontait l'Afrique du Sud à Kampala dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Un rendez-vous capital pour 2 équipes encore en course pour la qualification. Après une entrée en matière réussie face au Niger 1-0, la Guinée a enchaîné avec une lourde défaite 3-0 contre l'Ouganda, co-organisateur du tournoi. En face à l'Afrique du Sud avec un seul point pris face à l'Algérie 1-1 et une défaite lors du premier match devait se relancer dans le groupe C. Malgré sa détermination avec l'ambition de relancer sa campagne, la Guinée s'est inclinée face à l'Afrique du Sud avec un score de 2-1. Cela réduit davantage les chances de qualification pour la Guinée qui doit affronter l'Algérie lors de la dernière journée de phase de poule. Et on change de discipline. Tous les regards se portent désormais sur l'afro-basket masculin dont le coup d'envoi sera donné ce mardi 12 août. Pour cette 31e édition, l'enjeu est de connaître le successeur de la Tunisie, tenante du titre. Gros plan sur les favoris, mais aussi sur quelques outsiders dans cet élément signé Assetou Mani Coulibaly. Les deux seront jetés dès ce mardi 12 août. Les phases de groupe de l'Afro-Basket masculin 2025 verront les 16 meilleures nations du continent se mesurer, toutes avec l'espoir de prolonger leur parcours. Dans le groupe D, le Mali se positionne aux côtés de l'Égypte, de l'Ouganda et du Sénégal, qui figurent parmi les grands favoris du tournoi. Les Lions de la Teranga, invaincus lors des phases de qualification, représentent un sérieux concurrent. L'afro-basket masculin n'a souri au Mali qu'une seule fois avec une médaille de bronze remportée en 1972. Cette année, l'équipe, dirigée par le sélectionneur El Hadji Dicko, espère faire la différence. Parmi les forces de l'équipe, Aliou Fadjala Diarra s'est particulièrement distingué lors de qualifications contre le Soudan du Sud et le Maroc. Son talent est désormais reconnu à l'international puisqu'il fait partie des joueurs africains sélectionnés pour disputer la Summer League 2025 avec les Mavericks de Dallas. Sirima Kanouté, Ibrahim Jombo et Oumar Ballo complètent un effectif ambitieux. Même si le Mali n'est pas considéré comme un prétendant probable à la victoire, l'équipe est résolue à jouer les pronostics lors de cette édition. La Tunisie, quant à elle, reste l'une des grandes favorites après avoir remporté les 2 dernières éditions de 2017 et 2021. Les Aigles de Carthage viseront un triplé historique. Ils évolueront dans le groupe B avec le Cameroun, Madagascar et le Nigeria qui rêvent de décrocher son premier titre depuis 2025. L'Angola, le pays le plus titré de l'histoire de l'afro-basket, ne ménagera aucun effort pour décrocher son 12e titre cette année. L'Angola a toujours dominé lorsqu'il a été pays hôte, remportant 3 championnats sur son sol. De 1999 à 2009, il a enchaîné 6 victoires consécutives. L'équipe évolue dans le groupe C aux côtés du Soudan du Sud, de la Guinée et de la Libye qui fait son retour après 16 ans d'absence. Enfin,
La Côte d'Ivoire, finaliste de la dernière édition en 2021, revient avec des ambitions fortes, y compris celle de remporter une 3e médaille d'or 40 ans après son dernier titre. Les éléphants affronteront le Rwanda, la RD Congo et le Cap-Vert dans le groupe A. Voilà, c'est donc tout pour ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir et à demain.